Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Vous connaissez probablement le sens de l'exercice dans lequel nous nous engageons résolument. Je constate avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que depuis ce matin, effectivement, vous n'avez absolument aucune gêne à dire les vraies choses, à nommer les vraies affaires. Donc, il n'y aura pas non plus de langue de bois avec nos panélistes. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Je pense qu'il est inutile de vous mettre en contexte. Les bulletins de nouvelles le font régulièrement pour vous, sinon vos équipes au travail. Donc, dans la perspective de ce striptease difficile à encaisser, qui est celui de la commission Charbonneau, on s'est demandé comment pouvaient se mettre en place des pistes de solutions, quels étaient même les modèles ailleurs. Sommes-nous uniques au Québec à vivre ce genre de situation? On ne vous suggère pas que de se comparer et nécessairement de se rendre la chose plus agréable, mais néanmoins, effectivement, on constatera que c'est peut-être pas unique au Québec que ce genre de pratique. La commission Charbonneau, elle, évidemment, a ses idiosyncrasie bien à elle. C'est unique en son genre, mais partout dans le monde, il y a des situations qui peuvent rappeler ce que nous vivons au Québec. Mais surtout, ce qui est intéressant, je pense, pour nos panélistes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour que la route prenne peut-être une autre direction. Alors, je vais vous présenter nos quatre invités. Au fur et à mesure de ce qu'ils monteront sur scène se joindre à moi, on leur a demandé de vous parler pendant 6-7 minutes pour qu'ils mettent la table, qu'on comprenne ce qu'ils viennent faire avec nous. Et une fois que ces 4 présentations seront complétées, ce sera vraiment un exercice de table ronde ou semi-rectangulaire, je ne sais pas comment la caractériser. À l'AutoCAD, ce ne serait pas clair comme shape ici, mais enfin, il y a un angle. En tout cas. Si vous voulez vous joindre à nous, encore une fois, je vous le dis. Esprit, es-tu là? Encore une fois, ce genre d'exercice est aussi bon que ce que vous en faites. On a de très bons invités, mais c'est une conversation plurielle, donc commentaires, questions seront tous bienvenus. Je vous rappelle aussi que cet exercice, puisque M. le Président est en face de moi, puis il me fait comme cet exercice vous est présenté par l'Ordre des ingénieurs du Québec, et ce n'est pas une publicité, c'est juste un petit rappel comme ça. Vous voyez comme j'ai bien fait ça, et personne ne va vous appeler d'RDI pour vous demander ce que vous faites avec moi sur scène. Notre premier invité, Miloš Baruchski, est avec nous pour ce premier droit. Je vous le présente. Il est associé chez Bennett Jones LLP, où il dirige le groupe de commerce et investissement international. Il est également membre du conseil d'administration de Transparency International, ce qui nous intéresse évidemment. Je me permets de vous donner quelques lignes sur sa carrière et son parcours. Ça va vous aider. Pendant 25 ans, il a représenté des clients canadiens, mais aussi internationaux au sujet du commerce international, corruption dans des pays étrangers, règlement de litiges internationaux, ainsi que d'autres aspects du commerce international. Parmi les compagnies représentées par Maître Baruchski, on retrouve plusieurs de ces grandes entreprises sur la liste de Fortune 500 et des compagnies cotées aussi sur les bourses de Toronto, New York, Nasdaq, ainsi que les bourses asiatiques et européennes. On vous donne donc plus ou moins 7-8 minutes pour mettre la table. Et merci Stéphane. Et merci à l'association de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir de revenir à Montréal, où je vais commencer ma carrière comme avocat il y a presque 30 ans. Il serait peut-être à propos de dire quelques mots sur Transparency International, ou TI, comme on dit. TI, on va faire ça en français, a été fondé dans les années 90 par un petit groupe d'anciens fonctionnaires de la Banque mondiale, quelques gens d'affaires, et puis des représentants des ONG dans le secteur du développement. Donc c'était vraiment une coalition du départ et qui reste toujours une coalition aujourd'hui. Tous ceux fondateurs avaient vécu une longue période de frustration avec les petites et moyennes accommodations qu'on trouvait dans le secteur, dans les affaires internationales, les contrats de consultation, je le dis entre guillemets, et tous les autres arrangements, encore une fois entre guillemets, qu'on faisait face dans le commerce international et non seulement dans le secteur de la génie conseil ou de la construction et tout ça. Ça se trouvait partout. En bref, c'était pas un mot qu'on disait souvent, mais c'était simplement, c'était des synonymes pour la corruption, pure et simple. Même dans ma propre carrière en tant qu'avocat représentant des sociétés privées, mais la Banque mondiale dans plusieurs projets en Afrique et dans le Moyen-Orient, c'était bien accepté par la banque et les fonctionnaires de la banque, ainsi que le gouvernement du Canada, les autres gouvernements nationaux, l'ACDI même, que si on voulait faire affaire dans certains pays, dans certains continents, on devait engager des représentants
entre guillemets, qui savaient comment régler les problèmes, comment résoudre les difficultés, des gens bien branchés. Et on ne disait pas grand-chose. Comment ils réglaient ces problèmes et l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui due diligence, qu'on faisait une vérification au départ. Avant de les engager, ce n'était pas du tout connu. Donc, dans mon cas, la première affaire où j'ai représenté une société, justement, une société de génie civil, Acres International, il y en a plusieurs parmi vous qui la connaissaient parce qu'elle n'existe plus, dans une affaire en Afrique, au Lesotho, où il était Acres, avec Spi Batignolles, Sir Alexander Grip, Lammer, une compagnie allemande, et plusieurs d'autres ont été accusés, enfin condamnés de corruption en Afrique dans un projet de la Banque mondiale. Et ce qui nous a, la situation qu'on a confrontée là, à la fin des années 90, c'était justement ça. Ils avaient engagé quelqu'un comme représentant, et je suis convaincu jusqu'à aujourd'hui qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'effectivement qu'ils faisaient des paiements à un fonctionnaire du gouvernement de Lesotho. Mais essayer de faire la preuve, 10 ans plus tard, du due diligence et du processus qu'ils ont suivi pour engager cette personne-là, qui était tout à fait qualifiée. Il était ingénieur lui-même et le PDG de la plus grande société de génie conseil dans le pays de Lesotho à l'époque. Mais il n'y avait pas de, c'est-à-dire, il n'y avait pas de dossier parce que ce n'était pas dans la vue de n'importe qui, même les gouvernements à l'époque-là. Alors je parle de ces exemples simplement pour faire un point qui est tout à fait simple. La situation dont vous confrontez dans votre profession aujourd'hui, ainsi que le Québec, n'est ni nouvelle ni unique. On a trouvé des situations semblables ailleurs au Canada, dans d'autres provinces. On regarde la Colombie-Britannique avec l'affaire du BC Rail, où un membre du cabinet du Premier ministre de la province a été condamné de la corruption. On voit l'enquête Bellamy à Toronto sur les bails des systèmes informatiques de Computer Leasing Inquiry. Au niveau fédéral, parlons du scandale des commandites il y a quelques années. C'est-à-dire la corruption n'est pas nouvelle. Ni au Canada, c'est pas nouveau au Québec, c'est pas nouveau n'importe où. Mais de toute façon, il faut quand même reconnaître qu'il y a certains aspects du secteur de génie et de la construction, ainsi que l'administration des marchés publics qui vous sont très importants, qu'il faut comprendre, qu'il faut un peu élaborer, qu'il faut analyser pour comprendre que ce secteur-là et ces marchés ouvrent des portes ou donnent à des occasions où on peut être tenté de faire ces accommodations, ces arrangements et enfin laisser la porte ouverte aux petites et moyennes et éventuellement les grandes corruptions. Donc je retourne dans ma pratique pendant 30 ans. J'ai commencé dans ce domaine à l'international. Mais pour des sociétés, soit en génie civil ou en n'importe quel domaine, les habitudes qu'on apprenne à l'étranger ne restent pas à l'étranger. Il y a une expression en anglais qu'on dit what happens in Vegas stays in Vegas. Non, ce n'est pas du tout vrai. Ça retourne au Canada, ça retourne à la maison. Ça retourne chez nous à Montréal. C'est simplement ça. Donc les habitudes qu'on apprend dans la façon qu'on fait affaire, ce sont des habitudes. On ne les laisse pas dans le stationnement devant le bureau quand on retourne ici. Et c'est justement cette analyse que vous, dans votre domaine, vous devez vous devrez aborder et parler un peu non seulement de la notion de transparency, mais la façon de faire affaire. On peut aller dans une extrême, c'est-à-dire réglementer les marchés publics et ajouter du red tape, la paperasse. Je suis convaincu, après 27 ans de faire les différends dans les marchés publics, ça va être encore pire. Donc ce n'est pas la solution. La solution, ça viendra de vous. Comment vous présentez vos affaires. Je vais finir avec juste un petit point. N'importe qui a fait une rénovation à la maison sait très bien que l'impact économique n'est pas avec le premier contrat, avec le consultant, soit l'ingénieur ou l'entrepreneur. C'est les ordres de change qui suivent. Et c'est pour ça que je dis, les occasions pour les arrangements, les accommodations qui deviennent éventuellement illégaux, parviennent à travers du contrat, à travers l'évolution du contrat. Et ce sont des contrats qui sont à long terme, qui évoluent, parce que l'idée du client,
au départ, n'est pas l'idée du client à la fin du projet. Et c'est de ce côté-là que vous devez regarder comment vous faites affaire et présenter des alternatives à vos clients et à la société plus largement. Merci. 10 secondes que vous laissez sur la table. Sachez que quelqu'un d'autre sur le panel va les récupérer, je vous le dis tout de suite. Mais je salue votre discipline, et messieurs, sachez que nous avons quelqu'un qui est dans les temps, mais alors là, top chrono. Notre prochain invité, Clément Demers, que plusieurs d'entre vous devez connaître. Il est directeur général du Quartier international de Montréal. Monsieur Demers est à la fois un praticien, un chercheur universitaire, un enseignant très engagé dans la communauté montréalaise, on l'imagine. Il est architecte et urbaniste. Il détient également une maîtrise en gestion de projet de l'UQAM, une formation en médiation commerciale du CACNIQ et la certification Project Management Professional du Project Management Institute. Il est sorti d'école il y a 6 mois. Il débute dans le métier. Monsieur Demers. Alors, merci, M. Bureau, et merci à l'ASCQ de m'avoir invité. D'abord, en fait, ma carrière a déjà 40 ans, même si je viens de sortir de l'école, donc c'est un drôle de paradoxe. Mais surtout, ma carrière, c'est une carrière de donneur d'ouvrage, de donneur d'ouvrage délégué ou de gestionnaire de projet pour donneur d'ouvrage. Et dans un projet, qu'il s'agisse d'un projet d'aménagement, d'un projet d'architecture, d'un projet d'ingénierie, il y a toujours trois grands acteurs, on les connaît tous. Le donneur d'ouvrage, qu'on appelle des fois le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, les professionnels, qui peuvent être nombreux, et évidemment les entrepreneurs et les entrepreneurs spécialisés. Donc, quand on regarde ces trois acteurs-là, on a beaucoup insisté dernièrement sur le rôle des entrepreneurs et aussi le rôle des professionnels dans la collusion. Mais il faut se rappeler que le respect des meilleures pratiques, incluant les règles éthiques et incluant tout ce qui touche la qualité des projets, parce que je pense qu'il y a un grand lien entre à la fois l'éthique et la qualité dans les projets. Bien, ça dépend des trois acteurs qui sont co-responsables des résultats. C'est-à-dire que les donneurs d'ouvrage ont une responsabilité importante. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, la tendance est de blâmer surtout les professionnels et de blâmer les entrepreneurs, et alors que les donneurs d'ouvrage sont au sommet de la pyramide. Et si ce sont eux qui parlent la façon dont ils commandent, leur mode d'approvisionnement. Et je fais référence surtout ici, évidemment, aux donneurs d'ouvrage publics qui ont des modes d'approvisionnement en matière d'engagement de professionnels ou d'entrepreneurs qui sont particulièrement dépassés et qui sont particulièrement dangereuses et qui ont fait en sorte que, parce que c'était le plus bas soumissionnaire, les donneurs d'ouvrage pouvaient se dire, bien, de toute façon, nous, on fait ce qu'il y a de plus simple, c'est le plus bas soumissionnaire, alors on n'a pas à se poser des questions. Et c'est soi-disant les modes les plus transparents, alors que dans le fond, ce sont des modes qui, par leur simplicité, favorisaient grandement des formes de collusion. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument que les donneurs d'ouvrage publics revoient rapidement leur mode d'approvisionnement en privilégiant, évidemment, pour l'engagement des professionnels, à la fois la compétence, mais aussi le talent. Et du côté des entrepreneurs, privilégier le meilleur rapport qualité-prix. Et on sait qu'au niveau du gouvernement du Québec, l'engagement des professionnels sur la base du prix n'est plus en vigueur depuis novembre 2008. Mais malheureusement, au niveau municipal, la commission Charbonneau a largement couvert le monde municipal, même s'il n'a pas fini. Le système des doubles enveloppes, à toute fin pratique, si vous faites des simulations sur le prix, le système des doubles enveloppes favorise finalement que le prix. Donc, il faut absolument que ce système change et que les municipalités soient obligées à la fois de respecter le mode d'octroi de contrat sur la base de la compétence et du talent, mais qu'ils soient aussi obligés d'engager ou de recruter des membres de comités de sélection qui sont reconnus pour leurs compétences et surtout pas des membres de comités de sélection qui ont des appartenances politiques ou qui ont des
des liens avec le donneur d'ouvrage. Donc, des comités de sélection qui sont indépendants et qui agissent avec des règles d'éthique. On a entendu aussi récemment qu'il y a bien des professionnels qui ont dit « Ah oui, il y avait de la collusion, mais il n'y avait pas de problème de qualité. » Et moi, je peux vous dire que quand un travail nous est dû parce que c'est notre tour, ou parce que quand un travail nous est dû parce qu'on a payé pour, c'est quoi la propension à faire de la qualité? C'est quoi la fierté qu'on a de produire de la qualité? Et c'est pour ça que je vois un lien très évident entre l'éthique et la qualité. Si les gens sont engagés parce qu'ils sont compétents puis parce qu'ils sont talentueux, leur fierté, ça va être de livrer quelque chose de la plus haute qualité possible. Et s'ils ont des honoraires qui sont reconnus par des décrets publics, ils auront les moyens de livrer de la qualité. Donc, je pense que ça, c'est très important que les donneurs d'ouvrage fassent ce virage-là le plus rapidement possible. Et c'est absolument pas nécessaire d'attendre les résultats de la commission Charbonneau, qui peuvent prendre encore 18 mois ou 24 mois, mais ça devrait être fait dans les prochains mois, puis dès la rentrée de septembre, si les donneurs d'ouvrage veulent se montrer sérieux, donneurs d'ouvrage publics veulent se montrer sérieux vis-à-vis de l'augmentation de la qualité et l'augmentation de l'éthique. Parce qu'en effet, actuellement, sans éthique, il n'y a pas de valorisation de la qualité. Et nous sommes actuellement aussi devant trois formes de déficit. Un déficit ou un manque de qualité, un manque d'éthique et un manque d'efficacité et d'efficience dans la réalisation des projets. Et la réponse récente qui a été faite par les gouvernements, ça a été d'ajouter des mesures de plus en plus lourdes. Alors, qu'est-ce qui arrive actuellement? C'est qu'il y a encore moins d'efficacité, il y a encore moins d'efficience. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement pénible pour tout le monde. Et tous les efforts qui sont mis dans cette lourdeur administrative pour, soi-disant, combler un problème d'éthique, bien, on le perd en qualité. Parce que ce que vous n'avez pas dans un projet, ce que vous perdez en efficacité dans un projet, bien, vous n'aurez pas cette énergie ou cet argent-là ou cette passion-là pour le mettre en qualité. Donc, on est encore plus perdant avec les mesures qui ont été mises en place actuellement. Et comme société, on mérite plus, on mérite mieux, parce que nous avons au Québec à la fois tous les professionnels et tous les entrepreneurs pour produire des projets de classe mondiale. Il y a suffisamment ici de créativité pour innover et de produire des travaux de très, très, très haute qualité. Alors, il faut absolument arrêter de chercher le meilleur prix. Il faut absolument toujours se poser la question, est-ce qu'on en a pour notre argent? Ce n'est pas nécessairement le coût final qui compte, mais est-ce qu'on en a pour notre argent? Et c'est la question qu'on devrait toujours se poser et s'assurer qu'on a les meilleures règles éthiques pour atteindre nos résultats avec des objectifs de qualité. Merci. Monsieur Demers, je salue aussi votre extrême discipline. Un gros 5 secondes que vous laissez sur la table. Pole position quand même sur votre gauche, c'était 11 secondes. Évidemment, c'est maintenant peine perdue parce que c'est un universitaire patenté qui va monter sur scène. Autant dire que les chances qu'on reste dans les temps sont minces, mais devant la pression que je déploie, peut-être que M. Séguin me fera mentir. Donc, Michel Séguin, notre prochain invité, professeur régulier au département d'organisation et ressources humaines à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il est titulaire de la chaire de coopération Guy Bernier de l'université. Je précise que M. Séguin a travaillé durant 12 ans au sein du mouvement Desjardins, dont 8 années à la Caisse populaire Desjardins Pierre de Coubertin et 4 à la Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest du Québec. Il est également l'auteur du livre « Gérer la dimension éthique en entreprise » aux éditions CEC, SEC. Merci, M. Bureau. Je remercie mes deux collègues de m'avoir concédé 15 secondes que je vais utiliser avec Il a noté quand même. Je remercie aussi l'Association pour l'invitation. Je me suis posé la question, le fait que je vienne de l'UQAM et qu'on ait vécu le scandale de l'îlot voyageur, était-il étranger à mon invitation? Je me suis dit, au moins comme ça, je vais arriver ici sans être condescendant. Je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe en ayant vécu les mêmes difficultés. Qu'est-ce qu'on fait en recherche en éthique dans les universités? Il y a deux façons qu'on peut aborder l'éthique. Il y a une façon qu'on peut aborder l'éthique d'un point de vue très prescriptif, c'est-à-dire d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, ou d'un point de vue un peu plus empirique, c'est-à-dire de déterminer qu'est-ce qui peut amener une personne à adopter un comportement déviant dans un contexte donné. Et nous, les recherches qu'on fait, c'est plus dans cette deuxième voie-là qu'on s'intéresse et essayer de voir quels sont les enseignements qu'on peut tirer
de ces connaissances-là pour pouvoir faire des recommandations aux entreprises, aux organisations. Donc, c'est comme on le fait dans n'importe quelle discipline. Quand il y a un problème, il faut comprendre les causes, puis c'est aux causes qu'on s'attaque pour être capable d'identifier une solution qui va être efficace. D'entrée de jeu, je vous dirais que l'état actuel des connaissances est quand même assez minime. On peut clamer qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est complexe comme problème. C'est un problème organisationnel, c'est des individus qui évoluent dans une organisation. Qu'est-ce qui influence ces individus-là? On en connaît encore très peu. On a des bases, on a des principes directeurs qu'on peut adresser, mais on en connaît très peu. Donc, il faut être prudent dans les recommandations qu'on fait. Il faut être patient aussi dans les méthodes qu'on met en place et se dire que lorsqu'on met en place une méthode, le problème n'est pas nécessairement réglé. Ça, c'est le premier conseil, et d'attendre, d'avoir des mesures et d'attendre que des résultats probants arrivent, quitte à changer de stratégie par la suite, mais ne pas penser que le fait de mettre un code de conduite, de mettre une formation en place, va amener certains changements. Première question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a des profils d'individus qui sont plus propices à adopter des comportements déviants? Ou on peut poser la question différemment. Le fait que vous soyez des ingénieurs, en grande majorité d'entre vous, est-ce que c'est un profil particulier qui amène à être plus porté à adopter des comportements déviants? La réponse est non. Les études démontrent qu'il n'y a pas de profil particulier, que ce soit au niveau du sexe, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de la formation académique, qui est un antécédent, qui expliquerait qu'une personne arrive et adopte un comportement déviant. C'est davantage des causes qui sont liées à l'organisation, à l'environnement, voire même aux caractéristiques de l'enjeu éthique auquel vous êtes confrontés, qui peuvent être explicatifs du comportement déviant, mais pas le fait de la personne. Petite exception, le sexe. On se rend compte que les femmes sont davantage sensibles à l'enjeu éthique. On se rend compte que les femmes peuvent être mieux intentionnées, mais in fine, ça ne va pas nécessairement les amener à adopter le comportement. Parce qu'entre l'intention et l'action, il y a des marges. Alors, les études démontrent ça. Alors, on peut augmenter le nombre de femmes au niveau de la procession, c'est une bonne chose, mais ça ne réglera pas tous les problèmes. L'enjeu maintenant. Quelles sont les caractéristiques? Puis je regardais, quand j'ai été invité, je me suis dit, bon, c'est quoi les enjeux auxquels les ingénieurs sont confrontés? Et là, il y a des caractéristiques qui sont explicatives, qui peuvent vous permettre de comprendre. Dans un premier temps, la relation entre le comportement déviant et les victimes est importante pour comprendre qu'un individu va adopter ou va se retenir d'adopter un comportement déviant. Et vous avez des enjeux à caractéristiques qui, au niveau des conséquences de cette action-là, est problématique, dans le sens où, quand une personne va faire un contrat et va charger 20 millions de plus, ce n'est pas un individu en particulier qui va payer le 20 millions, le tort va être réparti sur un grand nombre de monde. Ça a tendance à désensibiliser l'acteur. Également, il y a une question de risque. Est-ce que le comportement déviant, la conséquence négative va arriver? Quelle est la probabilité que le pont tombe, par exemple? Et ce sont un facteur, comme la probabilité n'est pas de 100 sur 100, des fois ça peut être 1 sur 100, 2 sur 100, ça va désensibiliser l'acteur. Le fait aussi que lorsque vous faites des travaux à l'international et que les victimes sont des étrangers qu'on ne connaît pas, loin des yeux, loin du cœur, sont aussi des facteurs qui désensibilisent les acteurs dans l'adoption ou non des comportements déviants. Donc, il faut adresser cette question-là, que ce soit par des campagnes de sensibilisation, des campagnes de faire prendre conscience des impacts des actions qui peuvent être efficaces. Mais également, l'élément le plus important, c'est le contexte environnemental. Quand je commence un cours avec mes étudiants, je leur demande souvent, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué au hockey dans la salle? Il y a des mains qui se lèvent. Je leur demande, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà battus pendant qu'ils jouent au hockey? Bien, les mêmes mains se lèvent. Vous êtes-vous déjà battu lorsque vous êtes à l'université? Les mains tombent. Alors pourquoi? Bien non, on ne peut pas se battre à l'université. Se battre, ce n'est pas correct. Alors pourquoi se l'est bien au hockey et se l'est pas dans les universités? Bien, c'est la simple et bonne raison. Ben, oui. Et la réponse est simplement, c'est que dans un contexte, c'est permis, c'est toléré, c'est pas sanctionné, alors que dans l'autre, ben écoute, s'il fallait que tu te battes une fois à l'université, tu vas être mis à la porte. Donc, c'est sûr que les éléments contextuels sont fondamentaux. Prenons-les au niveau micro, au niveau de l'organisation. On parle du leadership. Hein? Est-ce que nos leaders sont des modèles? C'est un intrant important. Est-ce qu'ils se comportent comme des personnes éthiques? Et également, est-ce qu'ils exigent de leurs subalternes qu'ils se comportent éthiquement? Donc, ces deux facteurs-là, le style de leadership est fondamental. Et dans ce style de leadership-là, est-ce qu'ils mettent en place des pratiques de gestion qui vont inciter les personnes, que ce soit l'évaluation de rendement,
que ce soit toutes les pratiques de reconnaissance, voir est-ce qu'ils tolèrent ou ne tolèrent pas des comportements, ce sont des antécédents fondamentaux puis importants. Et quand on regarde au niveau macro aussi, c'est quoi les opportunités d'affaires qu'on a? Est-ce qu'on va obtenir un contrat si jamais on joue les règles du jeu ou on va le perdre, ce contrat-là? Lorsqu'on arrive dans des pays étrangers, par exemple, puis on sait que certains fonctionnaires, une partie de leur rémunération, c'est les enveloppes qu'ils reçoivent lorsqu'ils octroient un contrat, comme le type chez nous au niveau des serveurs d'un restaurant, mais c'est bien entendu que ce sont des caractéristiques qui sont propices à l'adoption de comportements déviants. Donc, si on tombe dans un mode de solution, puis il me reste 1 minute, puis je vais démontrer qu'on est capable de faire notre truc dans les temps, c'est sûr que, comme personne au sein de vos organisations, vous avez un rôle de leadership à faire. Votre rôle de leadership, c'est quoi? C'est d'être un modèle, 1. 2, de reconnaître chez vos subalternes que lorsqu'ils font un bon comportement, ils vont être reconnus, ils vont avoir un bon salaire, ils vont avoir une promotion. 2, ne pas être tolérant au comportement déviant, c'est une chose. Cela étant dit, qu'est-ce qui va faire que ça va réellement changer la culture de votre organisation pour faire ce qu'on appelle une culture éthique? C'est que si vous êtes en mesure de prendre des comportements éthiques au sein de votre organisation, mais surtout si ça mène votre organisation au succès. Et c'est là que le contexte est fondamental et le rôle de vos associations sont fondamentaux. Parce que si moi, dans mon organisation, je génère des comportements éthiques, mais mon organisation ne va pas bien, dans mon organisation, ça ne sera pas une bonne pratique que d'être éthique. 5 secondes, monsieur Bureau. Tout le monde a 5 secondes à attendre. Qu'est-ce qui est le plus fort chez un prof d'université que la propension à parler? L'orgueil. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. 5 secondes, ça attend. C'est... Notre prochain invité, Stéphane Hoffmann-Kunt, il est chef programme surveillance et rapport en matière de conformité chez SNC-Lavalin. Avant de se joindre à SNC, il occupait le poste de chef de la conformité chez Siemens en Allemagne, où il a contribué à la mise en œuvre d'un programme complet de conformité aux règles anticorruption et antitrust. Possède une vaste expérience en évaluation des risques d'exposition à des pratiques antitrust et de corruption, en gestion du changement, en contrôle de la conformité et en gouvernance opérationnelle. Avant de travailler dans le domaine de la conformité, Stéphane a occupé divers postes de haute direction, notamment ceux de chef de la vérification interne et chef des affaires financières, ça dans plusieurs secteurs. Il est... voilà, j'arrête là-dessus. En fait, ce que je voulais vous préciser, c'est que dans ce cas-ci, ça se passera en anglais. Lui nous a suivis parce qu'il a de l'interprétation, donc il sait ce qu'on dit depuis tout à l'heure et continuera à participer à la conversation. Vous pourrez lui parler ou adresser vos questions en français si vous le désirez. Lui entend tout, n'est-ce pas? Vous entendez tout? Ça marche. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'll try my best with the interpreter. Sometimes the technology is failing a little bit, but we'll catch up. And I'm the only person, it seems, in this room that doesn't speak French, so I'm really sorry about that. I arrived in Montreal about 5 weeks ago, and I have that on my list, and I will learn French, maybe at next year's conference. No, you still have 3 weeks to go, and you're 3 good. weeks to go. Good. Currently, I have a different priority, however, and that is helping SNC in the current situation. And this is what I would like to share with you, some of the insights that I've gained so far. And really, this company is in a transition phase. When you look at SNC a year ago and where it's now, it's a different company. It has changed tremendously. There has been significant leadership change. New CEO, new members on the Office of the President, also on the board, significant change. And this new leadership has given a very, very clear message to all employees, and that is that only clean business is SNC-Lavalin's business. And this unequivocal message is absolutely key to any compliance program. And of course, it will take some time to help everybody to understand how business is done in different ways on the globe, of course, but this is where a good compliance program attacks and basically helps people to embrace the messages that we're trying to spread. Essentially, there is a whole lot of elements that a good compliance program has, and of course there are the 3 major pillars that every compliance program should have. That's prevention. Main focus of every compliance program is always to prevent things from happening, and I'm sure you're aware of that. And there is, of course, the element of training, of prevention through policies, clear policies, guidance to people. What is it that they have to do, and where are the danger zones, and where do you stay away from? And already the previous speakers have indicated to look at the business partners that you work with. Do due diligence. It's absolutely critical. It's, I think, the core part of any compliance program
to have clear due diligence processes, because ultimately we end up with the responsibility of the wrongdoing of any other third party that we engage to do anything for us. And that's a knowledge that people have to gain, because people in the field, in the construction industry, they're no lawyers. They are engineers. They are good at building things, at making things happen. They're good at organizing other faculties and workers to make great projects, all the great projects that you know SNC-Lavalin has built in Canada and worldwide, where people are proud of to look at, you know, this is what we built, that's what engineers do. But they also have to have the important message of how the legal circumstances from FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, from the Canadian anti-corruption laws and other international laws, how that implicates their daily business. So communication, how that is transported to all these people in different regions, and of course not just here locally, but also in areas that are a little bit further away from the headquarters. And then of course the second bigger pillar is the detection part. We have to be able to enforce and make sure that those rules that we roll out are understood and are followed. So how do we do that? We have all these policies. If they are just written nicely and sit on somebody's shelf, they're no good. It has to be implemented, and we have to make sure that we have controls in place to check that they work. Otherwise, we can't give assurance to management, to our shareholders, and to the society actually that we work in, that we're responsible to. Then we have to also follow up on incidents. There will be incidents. In any company, there will be incidents. And you have to follow up on them. You have to make sure that if somebody raises the hand, I've seen something that I'm not happy with, you have to go after that. And you have got to make sure that something that did go wrong will be remediated, that people can see that action is taken. Because nothing is worse if you have a compliance program that says you're not allowed to do this, somebody does it and nothing happens. Because then you lose the trust of all your employees, and essentially all the good examples that you have set for a long time ago is out the window. So you have to be consistent, and you have to really drive that message strong, and if something happens, take action and don't have any excuses. Don't make differences between different layers in the organization. There has to be a clear standard that applies to all. And then of course, ultimately there is this big reach to other companies and other institutions in the market. We need to team up with people in the industry. This is why I'm so happy to be here today, because I can reach out to you in the same industry so that we can share this burden of fighting against corruption, because you can't win it by yourself. You have to join forces with non-government institutions, with the institutions like Transparency International, where we work with on a global scale, but also with our peers, with our industry peers, with our competitors, with our customers, with our other stakeholders. We all have to be in this fight against corruption together. Otherwise, we won't make as much progress as we need to make. So this is where I would like to invite you also, if you have ideas to share, and we will be able to share ideas with you, to join forces and have working tables and platforms so we can exchange to make this happen together. This is really important, and it's really not a thing only of the big organizations either. Some people say, oh yeah, SNC-Lavalin, big company, or where I came from previously, Siemens, 400,000 people. Of course you can afford a huge compliance department. But no, it's every small company that can do the same thing. It's the CEO's message. The CEO in a small family-owned business is the compliance officer at the same time. It's the one person that runs the business, but also he will have to give the right messages to his or her employee, make sure that they understand that only clean business is their business, and how to approach third-party due diligence, and how to approach gift and hospitalities, and all these elements in daily business which can have a compliance implication, but it can be controlled. You cannot avoid the risks in certain markets, but you can address it and you can manage it. And if people are knowledgeable about how these risks can be mitigated, that's how you can address it. In any size company, you don't need huge resources for that, but you have to have a very clear message, and that can be transported in various means, and tools can support this. And this is where we can share best practices with you and Transparency International and other forums that do the same thing, and on the university side to talk to students and help them grow up with the right mindset. So that's where I'm here to help, hopeful that we will have a good discussion in the course of this roundtable. 4 seconds.
German engineering. 4 seconds. Et faites-moi confiance, il surveillait le tic-tac. Il n'était pas question de dépasser. Il ne parle pas encore la langue, mais il maîtrise certains concepts. Thank you very much. I will start off with you because you raise, of course, a lot of issues that are of interest to all of us here. But specifically, I don't want to make a case of SNC, but that's where you landed in the last 5 weeks. First of all, does it take a crisis in order for things to change? Would have the picture been different had we not known what we've learned in the last few months? First question. And then, is the business less competitive as of today because of what you're doing? And do you have to factor in the cost of adjusting when you're doing such a bold cultural transformation? Okay. Well, first of all, the first part of the question, does it take a crisis to be taking major steps to turn around? Sometimes one can say it helps because it brings management's attention to an issue, because suddenly they have raids, suddenly they have lawyers on their back, and suddenly they, it does help to create attention. And when you look up every day's newspaper and you read about what happened in your company, it gets people's attention. So yes, unfortunately, that is sometimes a helping factor to fight corruption. And it has been in many other examples as well, of course. But it doesn't have to be like this, and there are many good examples where effective compliance programs and world-class processes have been developed in companies that have not had any compliance crisis, that have gone ahead as a leader because there was leadership from the top and from the middle management, that where people said, look, we are proud to be doing the right thing, and this is why we love working for this company. So you don't need a change, but yes, it makes things sometimes a little bit easier to focus on the topic. This is why we have this topic on this forum here. And the second part of the second part of the question, less competitive? No. I think quality sells, price sells, compliance is a given. It cannot be to the excuse of compliance, that because of compliance we are less competitive, we are more competitive. In fact, rather than less, if anything, if you are compliant in your business ethics and business processes, it should give, and it will give you a competitive advantage. So my firm belief is that if a company has solid compliance processes, it will be more competitive. It will be easier for this company to win bids in difficult environments, also not just in the first world countries where Transparency International ratings is all positive. No, it will be easier for also in those companies, in those areas where it's tough to do business. Merci, thank you very much. Je devrais traduire en français, c'est ça pour monsieur, parce qu'on a des problèmes, c'est ça? Merci, parfait, j'ai bien lu, je lis mon français. Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. I may have to do a little translation for you later on down the road if you seem to not... It's working now? It's working now, yes. Bravo. Donc, ça met la table, en fait, pour vous trois. Vous parliez de contexte tout à l'heure, et je vous pose à vous trois la question de, à partir du moment où je décide d'avoir un comportement, pour employer votre expression, moins déviant, j'ai aimé le choix d'expression, est-ce que je m'expose temporairement à être un peu moins compétitif? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde doit agir en même temps, ou c'est un cas où on se regarde tous puis on dit, bon, mais qui change le premier sa pratique? Est-ce qu'il y a un peu de ça quand on parle de contexte? Dans un premier temps, il y a des gros problèmes de sensibilisation des organisations par rapport à l'enjeu éthique. C'est l'incapacité de mettre en chiffres les conséquences d'un comportement déviant. Est-ce que c'est compétitif d'avoir des comportements éthiques? Mais je vous dirais que ce ne l'est pas d'avoir des comportements déviants. Et un des facteurs, quand moi je fais de l'intervention aussi en organisation, je ne fais pas juste enseigner, c'est pour ça que je suis à l'heure. Une des premières choses que j'ai à faire lorsque j'arrive dans une organisation, c'est d'expliquer à l'équipe de direction, souvent même au directeur financier, quel est l'impact sur les ressources humaines, par exemple, d'une baisse de motivation, d'une baisse de productivité, quel est l'impact d'une mauvaise presse dans les journaux, quel coût ça engendre.
Et ça, en quelque part, souvent, le problème, c'est que c'est sous-estimé. Ce sont des choses qui sont un peu dans les nuages, on ne les comprend pas. Mais si vous avez une baisse de productivité d'1% parce que vous êtes l'objet d'un scandale, parce que les gens partent dans les corridors pendant 4-5 mois au lieu de travailler, si vous avez une augmentation d'1% de votre taux de roulement parce que des personnes chez vous ont le goût d'aller travailler ailleurs, parce que c'est les meilleurs qui partent, c'est jamais les moins bons, hein, faites-vous-en pas. Quand il y a du maraudage, on n'ira pas marauder vos poids lourds dans votre organisation. On va aller chercher ceux qui sont les plus forts. Ça coûte 100% du salaire remplacer un employé, jusqu'à 150% dans des postes spécialisés. J'ose croire qu'un poste comme l'ingénieur, c'est un poste spécialisé. Ça coûte énormément cher. Mais ça, on n'a pas tendance à les mettre. Ça n'apparaît pas dans les bilans. Et à la question, est-ce que le fait d'avoir un scandale fait un changement? J'aimerais juste intervenir là-dessus. Bien, souvent, c'est sûr que ça amène l'organisation qui subit le scandale à agir. Mais il y a la théorie de l'échange social. On observe ce qui arrive chez nos partenaires, voire même dans d'autres industries. Et je peux vous dire qu'actuellement, ce qui se passe dans le domaine de l'ingénierie aide beaucoup d'entreprises, même qui ne sont même pas dans le domaine de l'ingénierie, à se dire, bien là, peut-être faudrait que j'adresse la question de l'éthique, puis je mettrai en place avant d'avoir leur commission. Ben, écoute, on n'est pas fou, on n'attendra pas que ça nous arrive. Hein. Eux, ils ont eu des problèmes, ça leur coûte cher. Ben, moi, j'ai le goût d'avancer. Je vous dirais qu'il y a plusieurs entreprises. Ben, je vous remercie beaucoup pour le développement des affaires, c'est extraordinaire. Mais c'est sûr que les faits n'arrivent pas uniquement chez la personne qui vit le scandale, mais il y a des changements maintenant qui se vivent dans toutes les industries avec la commission Charbonneau, mais pas juste dans l'industrie de l'ingénierie ou de la construction, mais dans tous les domaines d'activité. Oui, en fait, je pense que sur le marché local, là, ce qu'on a connu, c'est un raz-de-marée. Alors, tout le monde repart au même niveau. Tout le monde repart avec... C'est un reset. C'est un reset. Tout le monde s'aperçoit qu'il faut avoir des règles éthiques et pour avoir les meilleures pratiques dans le domaine. Alors, le marché va se réajuster rapidement ici. Cependant, est-ce que ça reste vrai au niveau d'autres marchés extérieurs? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a des règles éthiques ici, numéro 1, est-ce qu'il va rester compétitif dans un marché international si là-bas les règles éthiques ne sont pas les mêmes? C'est-à-dire si la compétition n'a pas les mêmes règles éthiques. Alors, c'est la même chose avec les Olympiques dans les années 60-70. Les gens disaient, bien, pourquoi moi je ne me doperais pas si les athlètes en Allemagne de l'Est ou, par exemple, en Russie... Seconde, je pensais que vous parliez de la construction du stade, mais ça, Non, c'est ça. Non, pas ça. Parce que ça a commencé il y a longtemps ici. Non, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, ici, on part à zéro, mais est-ce que les firmes d'ici vont être moins compétitives pendant un certain temps dans un marché qui n'a pas les mêmes règles? Ou elles n'auront peut-être pas effectivement j'aime pas le mot agressivité, mais c'est clair que quand tu es échaudé sur ton marché local, est-ce que tu te retrouves à l'étranger? Puis je vous pose peut-être à vous la question et à vous, Miloš, est-ce qu'il y aurait ce risque pour nos fleurons du génie conseil disons, d'être un peu timide à l'étranger? Ou avoir une éthique à géométrie variable, dépendamment de l'endroit où on est. Là. D'abord, il faut faire une distinction entre le marché, prix, grosso modo, c'est-à-dire la stratégie à long terme d'une société et un marché particulier. C'était quelque chose que Stéphane a dit avant, la conformité et l'administration d'un programme de conformité fait partie de la gestion. Ce n'est pas un add-on qu'on met sur la compagnie. Donc, le PDG s'occupe des affaires et puis on engage un chef de conformité pour s'occuper de cet aspect-là. Dans une petite entreprise, c'est le PDG qui est le chef de conformité. Donc, à la long terme, la conformité, c'est un investissement dans la compétitivité de l'entreprise. Localement ou à l'international, en fait. Localement ou internationalement. Comme tout investissement, ça ne paye pas tout de suite. D'accord. Donc, peut-être il y aura un marché, peut-être il y en aura plusieurs, soit domestiquement ou à l'international. Vous serez au départ dans une pire situation, mais enfin, ce n'est pas un marché que vous voulez gagner, parce qu'à long terme, ça va vous coûter. Je pense que Stéphane peut, et je connais un peu les faits, mais Stéphane pourrait peut-être vous parler de l'expérience que Siemens a eue à la moyenne terme, pas à la long terme, à la moyenne terme. Ça n'a pas vraiment eu un impact à la moyenne terme. Donc, pour un bénéfice à très court terme, il y a des inconvénients majeurs à moyen et à Pas peine. nécessairement majeurs, mais il y a des inconvénients. Il faut être... Oui, Stéphane? I think it's very important to note that, especially from the Siemens case, the business volume did not go down because customers recognized that Siemens wanted to do the turnaround and they stood by Siemens. Essentially, the customers essentially appreciate knowing that compliance programs are in place so they don't have to pay extra because ultimately it's always paid for by the customer, by the end client. So if you have a compliance program and the customer can rest assured that there won't be corruption,
the customer is the one who's winning. And ultimately, they know this everywhere in the world. Besides, in the engineering and in the construction industry, a lot of the major projects are internationally funded. And banks have a very high interest in making sure that no corruption is involved. And obviously, SNC-Lavalin is now feeling some of that from the World Bank department, which settlement we have. So it pays off not to be corrupt, ultimately. But then again, it all depends with the kind of bank you're dealing with. Mais rapidement, parce que j'avais mal compris le message tout à l'heure et je m'en excuse pour ceux qui seraient peut-être moins confortables en anglais. Je ne veux évidemment montrer personne du doigt. Mais ici, ce que disait... il y a vraiment une conspiration sur la traduction, l'interprétation. Il n'est pas question qu'on dise en français ce qu'il a dit en anglais. Donc, essentiellement, Siemens, lorsqu'ils ont ils ont eu quelques problèmes, n'a pas vu son volume d'affaires réduit. Au contraire, les clients se sont plutôt sentis heureux de voir l'entreprise prendre en charge ses affaires différemment et faire en sorte que la conformité leur coûte moins cher, parce qu'après tout, l'augmentation des coûts est toujours distribuée aux clients. À Montréal, on pourrait dire aux payeurs de taxes. Et donc, on a tous un intérêt comme clients contribuables de voir à ce que les pratiques soient les plus pointues possibles, les plus exigeantes. Vous vouliez ajouter quelque chose? Dans une organisation, on a toujours dit qu'il y avait le capital humain, et maintenant on travaille beaucoup avec le capital de confiance, qui est un capital fondamental pour pouvoir exercer de façon efficace. Et c'est encore plus vrai dans une industrie où le client n'est pas connaissant dans ce qu'il achète, ne comprend pas ce qu'il achète. On doit s'en remettre à l'expert. C'est comme quand j'étais dans le domaine financier, conseiller financier, maintenant c'est tellement devenu complexe que le client, lorsqu'il arrive devant un conseiller financier, il n'a pas le choix que de s'en remettre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il va choisir tel ou tel conseil? Ce n'est pas dans la capacité de comparer si le conseil qu'il reçoit, c'est le bon conseil. Il ne sait pas, il n'est pas en mesure de faire ce jugement-là. On est donc aveugle. On est aveugle, et en étant aveugle, quand on se laisse tomber vers le dos, il faut avoir en confiance. Alors, une entreprise de service comme la vôtre, le capital de confiance, il est fondamental, et c'est sûr qu'à moyen ou à long terme, ça va payer. Monsieur Demers? Mais c'est pour ça absolument qu'il faut que les appels d'offres changent, parce que c'est pas mesuré, c'est pas apprécié, le capital de confiance, de compétences dans les appels d'offres publics actuellement. Les professionnels ne sont pas engagés sur cette base-là. Donc, même si un donneur d'ouvrage public, une municipalité a confiance en un professionnel, il ne pourra pas retenir cette firme-là parce que c'est pas le plus bas soumissionnaire. C'est pas le plus bas soumissionnaire. Alors, c'est là que le bas blesse. On ne valorise pas les bonnes choses quand on vend un appel d'offres. Alors, deux choses. Comment fait-on valoir culturellement que la confiance et la qualité sont des valeurs qui transcendent le plus bas soumissionnaire? Et deuxièmement, comment politiquement, après avoir réussi à gagner cette bataille à Québec, quoique je soupçonne que la culture du plus bas soumissionnaire, même si elle ne règne plus, est encore extrêmement présente, comment faire en sorte que ce qui a réussi à Québec pourrait réussir dans les municipalités, là, politiquement? Bien, donc, culture d'abord, et ensuite, comment on change la législation? D'abord, je pense que c'est assez simple. C'est qu'à Québec, ils l'ont fait. Je pense qu'ils sont très contents des résultats. Et c'est sûr que l'élément de confiance est peut-être plus difficile à évaluer que l'élément de compétence ou le talent d'un professionnel. Mais je pense que des firmes comme Hydro-Québec ont établi des liens de confiance avec des fournisseurs professionnels et puis qui réussissent à garder une série de fournisseurs parce que ce sont des fournisseurs qui sont fiables. Parce que la fiabilité, c'est extrêmement important. Quand on est un donneur d'ouvrage, on veut s'assurer que le professionnel va répondre évidemment à nos attentes et va le faire le plus correctement possible avec le plus d'ouverture et avec le plus de capacité d'adaptation. Alors, il faut que ça rentre, il faut que ces éléments-là qui sont plus difficilement mesurables soient une composante d'appel d'offres. Je reformule ma question parce que vous êtes donneur d'ouvrage et quel conseil donner à des professionnels pour qu'ils puissent amorcer la conversation, participer à la conversation sans avoir l'air d'être en conflit d'intérêts, pour que ce changement culturel soit applicable aux municipalités? Peuvent-ils parler, peuvent-ils être sur la place publique et faire valoir un point de vue qui ferait évoluer la conversation? C'est-à-dire qu'ils le sont à travers les ordres professionnels qui font des représentations dans ce sens-là. Ils le sont à travers les associations aussi d'ingénieurs conseils ou d'architectes en pratique privée ou d'autres domaines qui font des représentations dans ce sens-là. C'est juste que la population n'est pas vraiment à l'écoute. Quand on dit que les professionnels devraient être engagés pas en fonction du prix, bien, l'opinion publique pense que c'est parce que les professionnels veulent avoir plus d'argent pour eux, pour s'enrichir.
Alors, il y a une mauvaise perception. Donc, il faut faire plutôt des campagnes, s'il y a des campagnes de publicité à faire, c'est plutôt sur l'importance d'engager des gens qui sont capables de faire, qui sont capables de mettre tous les efforts et qui ont toute la compétence pour faire le travail. Et il faut leur donner tous les moyens de réaliser leur travail. Et c'est ça qui est l'enjeu. Il n'y a personne qui se pose une question, est-ce que je vais engager le médecin le moins cher possible pour me faire opérer? Ça, c'est une question de confiance. On ne Les se la gens pose pas disent- au Québec, monsieur. non, ça pose pas, mais prenons pour se faire opérer les yeux. Pour se faire une opération au laser, les gens ne vont pas en soumission pour dire, je vais prendre celui qui va m'opérer le moins cher. Non, ils Franchement, vont un dire, avocat. je vais prendre celui qui m'inspire le plus confiance, celui qui est le plus compétent et et puis je vais peut-être regarder le prix, mais je vais certainement faire une étude qualité-prix, mais certainement pas prendre le moins cher. C'est effectivement surprenant qu'aujourd'hui, on pense que le plus bas soumissionnaire est nécessairement le moins cher aussi en bout de piste. En plus de ça, il peut être le plus cher en plus de ça en bout de piste. Vous vouliez ajouter quelque chose, Miloš? Effectivement, quand je dis au départ, il faut que vous, comme une industrie, un secteur, prenne charge de la situation. Au départ, personne ne va vous croire. Donc, comme vous avez dit, Stéphane, il y a un conflit d'intérêt, ou au moins une perception d'un conflit d'intérêt. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas être impliqué dans le débat. Mais deuxièmement, il y a vraiment une étape que, comme une industrie, vous devez prendre, et comme des sociétés indépendantes, individuelles, vous devez prendre. C'est attirer l'attention du public largement et de vos clients, que vous êtes sérieux au sujet de la conformité. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Vous allez comprendre, chacun a son propre marché particulier, ses propres clients particuliers. Pour certains, ça va être peut-être, on va mettre 10 millions de dollars en billets de 100 pièces sur le Mont-Royal et on va mettre ça tout en feu juste pour dire, regardez-moi, je suis sérieux. Ça va prendre des gestes assez importants pour convaincre votre clientèle et le public que vous êtes sérieux. Et c'est vraiment la question que vous devez vous poser individuellement, comme société et comme individu. Ce que SNC-Lavalin est en train de faire maintenant, c'est de mettre en marche effectivement un projet de conformité avec une envergure très intéressante, très importante. On va voir comment ça va évoluer au cours du temps, mais ils ont fait, pour la première fois, je le dis, dans les derniers mois, les premières 2 années, ou la première année et demie de ce débâcle, c'était pas si fort que ça. C'est vraiment dans les derniers mois que SNC-Lavalin a dit, voilà, on est sérieux enfin. Et c'est ça, ça va prendre exactement la même sorte de décision de toutes les entreprises, même ceux qui ne sont pas touchés par le scandale. Mais faire quelque chose pour convaincre votre marché, votre clientèle et votre public que vous êtes sérieux. Mais ça pose une question intéressante qui, je pense, en Assemblée générale a été soulevée. C'est-à-dire que la clientèle des professionnels n'est pas nécessairement le public, même si les citoyens usagers fréquentent vos installations. Une partie de votre clientèle, c'est vos partenaires aussi, qu'ils soient contracteurs ou autres. Et comment faire en sorte que tout ce monde bouge ensemble? Parce qu'on a un ascendant, j'imagine, dans son entreprise comme ingénieur. Il y a des décisions difficiles à faire. Comme ne plus faire affaire avec un compte. C'est ça, voilà, exactement. Ou certaines municipalités, on ne fait pas des soumissions dans certaines municipalités où... Parce qu'on sait que... Voilà. On refuse des affaires. C'est un investissement. Ce qui est important aussi de Stéphane? I think it's very important that if there is any doubt in any particular business, one has to also walk away from that. When in doubt, there's no doubt. When there's doubt, then there's no doubt, yeah. So basically to go away, to send a signal to your own people, but also to the market, to your competitors, and to the clients. And this may not be so much the case here in Canada, where there is fortunately not such a highly corrupt environment as compared to Central Africa, but there, you have to send strong signals. And if it means that you lose one bit, it makes you stronger all the more to win many others. So really, that's the point to keep in mind, and not be shaky when there is an offer that's unethical. Is there such a thing as a virtuous circle, in fact, where not companies, but countries or major project givers would look at companies saying no to certain contracts and say, hey, these are the kind of people I want to work with? It's the business models that one has to look at. Certain business models have more risks involved than others. And I think in specific regions, one just has to be particularly careful with certain business models, working with agents and working with third parties. What tasks do you give? How do you pay them? Do you pay them a success-related fee? Better not.
give them a fixed payment, make sure that it's commensurate for what services they render, always make sure what you pay them for what and who gets that money and who's the ultimate beneficiary of these third parties. What do they give you? So you have your value for money. We talked about value for money that the customers want here. The state needs value for money for whatever they spend. Now, if we engage the third party, we want to make sure that we get value for money and that that is tangible. It's not just some figure that's out of the air, that's a percentage because, you know, everybody does it, this is the way we've been doing. No, sorry, that doesn't work like that. Donc, en résumé, effectivement, faire en sorte que dans certains cas, dans le doute, il n'y a pas de doute, on ne prend pas des contrats, on refuse de construire, on refuse des projets, on refuse de soumissionner dans des environnements où on se sent incertain. Ça a une force d'exemplarité pour l'organisation. À terme, sur le marché, ça fait que ces entreprises, plutôt que de perdre des affaires, selon Stéphane, vont se construire une réputation qui sera largement compensée ailleurs. Concrètement, donc, dans la façon de payer, de rémunérer, ici comme à l'étranger, traçabilité de l'argent, plutôt que des pourcentages un peu éthérés. Il s'agit d'avoir des rendements pour la valeur de l'argent investi avec de l'imputabilité pour chacune des dépenses. But maybe just a very important point that it does not mean that you have to step out a certain market. In the most difficult markets where Transparency International listing all the way down the bottom, you know, if you go to Iraq and these difficult areas, you can do business there, no problem. You can do good business there. There's a lot of business there, and we should go after it. But it has to be in the right way, and we have to help our people to find the right business models, to do business in those difficult regions without compliance concerns. Donc, il n'y a pas de mauvais marché. Il suffit même jusqu'à l'Irak de trouver les bons contrats dans des marchés parfois difficiles, entre guillemets. Oui, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que parmi les causes, il y a des causes qui sont au-delà même de l'organisation, qui sont au-delà des SNC-Lavalin. On a tendance, lorsqu'un scandale arrive, de prendre un bouc émissaire et de dire, ben, regardez, on en a attrapé un, on va le gronder, on va le sanctionner, puis on va régler le problème. Il y a des causes qui sont des causes d'industrie. Il y a des causes qui sont non contrôlables par l'entreprise elle-même seule. Ce qui veut dire qu'une des solutions en tant que telle, c'est de travailler ensemble. Vos associations sont fondamentales. Puis il y a des expériences qu'on a vues dans le passé. Par exemple, les compagnies d'armement aux États-Unis qui avaient vécu des scandales importants, mais comme industrie, se sont dotées de codes, se sont dotées de modes de fonctionnement. Et même s'il n'y avait pas les pouvoirs de coercition aussi forts qu'un État, n'ont pas eu besoin de l'État pour s'autodiscipliner. Donc, je pense que vos associations ont un rôle important à jouer. Et puis, je suis très heureux de voir ce que vous faites en ce moment au niveau de cette réflexion-là. Parce que s'il y a juste si SNC-Lavalin demain matin devient complètement fait ses devoirs et puis il corrige ce qu'il y avait comme problématique, mais qu'elle est seule à le faire, ça n'aura pas le même impact si tout le monde prend acte de ce qui s'est passé à SNC-Lavalin puis dans les firmes qui sont touchées par différents scandales et travaillent ensemble pour qu'au niveau de votre association, vous vous dotez d'une intégrité d'industrie et non pas uniquement une intégrité d'entreprise. Mais je suis certain que les gros joueurs ont un pouvoir d'exemplarité qui est déterminant aussi dans un marché. Oui, c'est indéniable, mais ils ne pourront pas le faire seuls. Je vous rappelle que c'est un exercice que je disais ouvert. Il y a un microphone. Si vous voulez participer, ajouter, commenter, questionner, ne vous gênez surtout pas parce que le temps est en train de s'écouler et éventuellement, quand vous voudrez poser des questions, s'il y en a, il n'y aura plus de temps. J'ai envie de revenir avec vous sur la question de la possible, j'emploie sciemment le mot dérive réglementaire, qui est toujours la contrepartie d'un tsunami comme ce que nous avons vécu. On parlait du red tape. On se disait, il faut faire attention parce que c'est une solution, tout encadré, mais c'est une solution coûteuse et qui, à terme, parce que le diable est toujours dans les détails, finit par engendrer aussi des situations très difficiles. Alors, comment faire en sorte de donner aux politiques suffisamment de couverture, parce que c'est ça aussi, pour qu'ils ne se sentent pas obligés de tout surréglementer? Est-ce que c'est possible dans vos expériences d'arriver à une espèce de point d'équilibre où le politique ne se sent pas obligé de faire quelque chose juste pour faire bonne figure? Bien, la politique étant la politique, je crois que c'est inévitable qu'on va aller trop loin au départ. Donc, les jeux sont faits? Ben, je ne dis pas que les jeux sont faits, mais je dis simplement que je prends pour acquis qu'ils vont juste en prudence aller trop loin. Et on a vu ça au fédéral quand le gouvernement conservateur a été élu en 2006 avec la loi sur l'accountability Act, c'est quoi en français? La loi sur la comptabilité. Oui. Voilà. C'était l'imputabilité. L'imputabilité, voilà, accountability en anglais. Qui ne s'appliquait pas au bureau du premier ministre. Voilà, et on a vu on a vu au départ dans les marchés publics au fédéral que c'est devenu très inefficient. Et ça a pris du temps
pour évoluer et retourner un peu au milieu. La même chose en Ontario. On a vu exactement la même chose. En Ontario, on a vu des règles de marché public qui ont été imposées il y a 8-9 ans. Et qui sont contre-productives. Contre-productives. Tous les points on vient de dire que pas Michel, mais Clément vient de mentionner avant. Donc, je crois qu'il est inévitable qu'on va aller trop loin. De l'autre part, quand même, ce que je disais, c'est un travail à la moyenne et long terme pour l'industrie de mettre, ce que j'avais dit au départ, de convaincre le public et convaincre les politiciens que vous avez vraiment changé d'attitude, de point de vue. Et là, vraiment, ça va être compagnie par compagnie. Comment le faire, je ne sais pas. C'est vraiment votre tâche. Vous allez me regarder, il y a des gens qui vont regarder, mais qui m'écoutent maintenant, qui disent, écoutez, c'est tout à fait naïf. C'est impossible, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas congédier une trentaine, une cinquantaine, une centaine de personnes parce qu'on va refuser des marchés. Enfin, c'est exactement ce que vous allez faire dans certains cas. Pas tous, mais certains auront ces choix à faire. Parce qu'à la long terme, ça va prendre une reconstruction de votre industrie pour effectivement capturer la confiance du public de vos marchés. Clément, oui. Bien, en fait, les élus sont à la fois trop près et trop loin des projets. D'abord, ils se tiennent loin des projets parce qu'aujourd'hui, dans le domaine public, un projet, c'est un risque énorme sur le plan politique. Alors, ils veulent être là pour l'annoncer. Ils peuvent peut-être être là pour couper le ruban, mais ils ont toujours peur des squelettes dans les placards, donc ils sont très prudents même pour l'inauguration. Donc, et entre les deux, ils ne veulent rien savoir, en espérant que tout se passe bien. Et il y a d'autres types d'élus qui, au contraire, veulent être là puis font de la microgestion, ce qui est encore plus dommageable. Alors, je pense que si on cherche des solutions, il faut que ce soit des organisations imputables avec des conseils d'administration de qui relèvent les grands projets publics et pas seulement d'administration politique, parce que les administrations politiques, la politique, ça finit par nuire à la réalisation des projets. Donc, s'il y avait des organisations indépendantes, sans but lucratif, plus petites, imputables, avec des structures plus légères, avec des règles d'octroi de contrat beaucoup plus orientées sur la compétence, la qualité et même la confiance, bien, on aurait de meilleurs résultats. Et là, les élus pourraient toujours dire, bien, c'est telle organisation, il va falloir faire le ménage dans telle organisation plutôt que de prendre toujours sur eux un risque potentiel. Et à cause de ce risque potentiel, créer des structures qui sont tellement lourdes qu'elles sont complètement improductives. Et assez curieusement, une des raisons des PPP, c'était pour se dire, bien là, ça va être le privé qui va s'en occuper, ils vont faire tout de A à Z et on va s'en laver les mains. Et on regarde que ça n'a pas donné nécessairement les résultats les meilleurs non plus. C'est pas parce qu'on fait un énorme PPP qu'on va nécessairement garantir des règles éthiques. Je pense qu'il faut plutôt avoir des plus petites organisations imputables pour le faire. Et imputable, étant le mot clé ici. Avec des redditions de comptes, évidemment. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette possible dérive réglementaire ou ces J'ai toujours dit qu'on parlait tantôt des conséquences d'un comportement déviant. Une des conséquences, c'est qu'on se fait réglementer et ça coûte cher. Ouais. Quand l'État se met dans nos façons de faire, c'est beaucoup plus facile s'auto-réguler que d'attendre que quelqu'un nous régule parce qu'on va être en mesure de mettre en place des règlements qui vont tenir compte de certaines particularités. Quand c'est l'État qui s'en occupe, bien, il y a une règle, il n'y a pas plus bête qu'une règle. Puis, donc, une des conséquences importantes, se faire réguler, ça c'est certain. Du point de vue, ma question est for you, Stéphane, du point de vue des pratiques internes. You were saying that there were three factors: prevention, detection, and there will be incidents, follow-up. As for detection, my feeling is that whistleblowers are not happy people in organizations. And culturally, we're going through a period where whistleblowers are looked at in a very strange way. In the United States, the Obama administration certainly does not like them. And of course, there are many reasons for a whistleblower to raise his hand. Sure. But if you want to have good detection, you have to make sure that people can say out loud what they're witnessing. How do you make sure that in a culture, you're comfortable doing it? To have absolute clarity with all employees that there will be protection of whistleblowers, that there is anonymity granted
For example, we have an outside provider that provides a hotline. It's Ethics Point. They provide a service where everybody can call and they know that they have anonymity granted. So you have that in place already at SNC? Yeah, that's in place since a long time, and that's a key point to make people aware that there is a channel they can raise concerns without having to put their names down. But of course, there's also many other ways. It's a cultural aspect, and ultimately, I would expect every supervisor to reach out to his or her employees to say, look, give me your concerns. I want to hear about your concerns. And if everybody gives that message, then there will be a cultural change where if somebody has a concern, there will be no retaliation. But it is clear that in some cultures, this is a more difficult feat and will take longer to establish such a culture of trust, essentially. Some Asian cultures, very, very difficult, and you can monitor when you're incoming calls on the hotlines, which continents have more calls than others, and so it's a problem that has to be managed. But there's other vehicles. It's where the compliance officers have to go to people, have to go to the staff meetings and be there to talk to people, have breakfast meetings so that there is a person, somebody that they can speak to. It's not just a hotline, it's not just an anonymous email. It has to be tangible. It has to be somebody there that I can, after a staff meeting, they'll come to me and say, hey, by the way, I've got something I'd like to talk to you about. And that's the sort of the trust that you have to build up, and it takes some time, and it has to happen in different cultural environments by the organization. But it's, hotline, having whistleblower protection is absolutely crucial, and external hotlines definitely give that element of anonymity that help to get calls. Très rapidement, donc, sur les questions de détection, ça implique que les délateurs, si on doit ainsi les appeler, les whistleblowers, puissent être bien protégés dans une entreprise, pas ostracisés. Évidemment, les lignes téléphoniques consacrées, externes, pour pouvoir faire ce genre de choses, c'est une méthode, c'est la méthode la plus encadrée, organisée, mais au-delà de ça, il y a, comme le disait Stéphane, une volonté de faire en sorte qu'il y ait une conversation continuelle qui se fasse, où il est possible, presque même à visière levée, de soulever des enjeux sans que ça soit nécessairement top secret. Yes? Maybe I can mention also we've just recently announced an amnesty program, which is along the lines of an hotline. Essentially, we're offering people that know about things where they may have been involved to a certain extent or have been involved to a certain extent to come forward if it helps the investigation of wrongdoing, to actually provide them with an amnesty so that they don't have to fear consequences from internal perspective. Of course, we can't protect them from any criminal charges, but and of course it's also limited to from a hierarchical perspective. The top executive management will not have access to the amnesty, but we want to reach out people to say, look, here's an opportunity to get rid of this burden that a lot of people might still have. It sits on their shoulders. They know that there's investigations ongoing. And it's been very successful at Siemens at the time, where we had quite a number of calls and were able to through this more quickly turn up all these issues and ultimately come clean on a lot of them. Merci. Donc évidemment, l'avantage, vous pouvez aller en prison, mais gardez votre job. Non, ce que disait Stéphane, c'est qu'effectivement, en ce moment, SNC encourage effectivement en disant on vous donnera une totale amnistie au sein de l'entreprise, ce qui, évidemment, vous ne met pas à l'abri de la justice. Si vous avez des choses à rapporter qui se sont passées dans un passé distant ou pas si distant, nous vous encourageons et vous ne serez pas sanctionnés pour nous dire ce qui s'est passé. Ce qui est certainement un premier pas. Et chez Siemens, semble-t-il, ça a très bien fonctionné. Vouliez-vous ajouter quelque chose, je dois dire messieurs, parce que c'est assez masculin, notre panel. Comment assez? Est-ce qu'il y a quelque chose de déviant que j'aurais fait? Non, non, non. C'était Donc, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Parce que ça sera comme le mot de la fin ou l'occasion pour vous, peut-être, de conclure. Je serais très heureux de vous donner un 30 secondes top chrono compte tenu de cette belle discipline qui vous a caractérisé. Est-ce que quelqu'un veut le faire ou, au contraire, je dirais, c'est terminé? Je ne peux pas croire qu'un professeur d'université voudra... si vous me demandez de prendre 30 secondes, je vais prendre 30 secondes. Ce que je vous dirais, en fait...
Faites attention, parce que j'entendais des trucs, bon, on va trouver les coupables, on va les sanctionner. Il faut se responsabiliser comme organisation. S'il y a eu dans notre organisation des comportements déviants, c'est parce qu'il y avait des facteurs organisationnels dont on a la responsabilité qui ont encouragé ces comportements-là. Je ne veux pas déresponsabiliser les acteurs, soyons bien. Les acteurs ont adopté, ils ont une responsabilité, mais il ne faut pas non plus déresponsabiliser l'organisation. Il n'y a rien de pire que d'arriver en implantant l'éthique dans une entreprise en se disant, ben, regarde, j'arrive là, je vais pointer les personnes, puis je vais les sanctionner, je vais faire plaisir à des personnes qui ont le goût d'avoir des sanctionnés. Il faut d'abord commencer par reconnaître les bons comportements, mettre en place, avoir une approche qui est un peu plus positive au sein de notre organisation, de dire, ben, ici, c'est intègre, ça a du sens de bien se comporter, ça a du sens d'agir de façon cohérente avec les valeurs de la société. C'est plaisant de le faire. Et de laisser mijoter ça. Puis après un certain temps, lorsque ça aura donné ses fruits, vous allez régler une grande majorité de vos difficultés. Et là, pour ce qui reste, là, vous avez une approche plus déontologique. Mais ne commencez pas avec un code de conduite, avec une contrôle puis des sanctions. C'est pas ce qui est le plus performant actuellement. Oui, Miloche? La crise que vous confrontez actuellement et le débat qui a lieu actuellement n'est pas isolé au Québec. Je l'ai dit au départ que vous n'êtes pas unique et vous n'êtes pas seul dans le monde. Le mouvement contre la corruption, les démarches qui sont prises contre la corruption sont vraiment sur un plan international. Siemens s'est fait viser en 2009 avec une condamnation importante de 1,6 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, on ne peut presque pas ouvrir un journal, le Wall Street Journal, sans voir que ce soit un Walmart ou un HSBC ou n'importe des grandes sociétés sur le plan international, même au Canada avec Griffiths International Calgary. Au mois de janvier, 2 ans avant, Nico Resources qui ont plaidé coupables de la corruption à l'étranger ont été condamnés avec des amendes de 2 millions de dollars, chacun à peu près. C'est un mouvement qui ne va pas arrêter. Et enfin, c'était Stéphane qui a mentionné, les banques sont intéressées. Aujourd'hui, la majorité de mon travail, la majorité des affaires qui sont soulevées dans mes dossiers, ce sont des affaires qui sont soulevées dans le cadre d'un financement. Et c'est la banque qui insiste d'avoir un certificat de conformité. C'est le goulot d'étranglement. Et là, la gestion se dit, est-ce qu'on peut donner ce certificat ou non? C'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus. Ça fait partie du calcul de risque maintenant. You want to add on to that very briefly, or no? Well, the certification is a topic in itself, but I think it's just that there needs to be this level of trust that the financiers and the whole society has to have, and this level of trust has to evolve because it's, as you say, it's not just a policy, it's not just some words. It has to be felt. Compliance is something that comes from a feeling. You know? It's where people are proud to work in the right ethical manner, and this is where I think banks need to have that comfort level, and they need to, of course, also have it certified to a certain extent because they need it black on white, and that's where again the certification comes back in, I guess. Et c'est le donneur d'ouvrage qui aura le dernier mot, M. Demers. Et comme je suis professeur à demi-temps, je vais prendre 15 secondes. Alors, je pense qu'il faut absolument occuper l'espace public, discuter ouvertement de la situation et surtout discuter ouvertement des solutions qui sont possibles et discuter avec toute l'industrie, c'est-à-dire tous les professionnels impliqués, ainsi que les entrepreneurs, et faire une démarche proactive vis-à-vis donc les médias et le grand public. Parce que je pense que le grand public ne comprend pas véritablement la situation. Tout ce qu'il voit, c'est ce qui se passe et c'est les témoignages, mais il ne voit pas du tout les solutions possibles autres que les mesures matraques qui sont mises de l'avant. Et ces mesures-là sont extrêmement dommageables pour l'ensemble de l'industrie. Merci à vous quatre. Merci de votre attention. On peut certainement les applaudir.